que moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est la musique faisant partie du monde. Et un des problèmes, c'est qu'effectivement, les choses que la sociologie dévoile sont soit implicites, soit refoulées. Et le simple fait de les dévoiler a un effet de dénonciation. Et ceux qui lisent ou entendent parler de ce qui est dévoilé sont atteints dans des choses souvent très, très profondes, qui ne veulent pas savoir. Pas seulement qu'ils ne veulent pas qu'on sache, qu'ils ne veulent pas savoir. La démocratisation de l'enseignement musical, ça fait un moment. Pessimiste ou optimiste? Je pense qu'il peut être optimiste, étant donné les moyens nouveaux qui ont été mis à la disposition de la musique en 67 et les perspectives qui sont pour nous celles de 68. Parce que la démocratisation de la culture, pour moi, correspond à une politique qui est l'héritage de Malraux, qui est vraiment une politique descendante, en fait, est liée aux équipements culturels, où on essaie de faire en sorte que tout le monde partage justement une forme culturelle qui apparaissait comme élitiste, justement, et réservée à une élite, en tout cas. Et donc c'est cette volonté de faire en sorte que cette culture savante soit partagée par tous. La question des inégalités d'accès à la culture a été assez centrale dans les années 60 en fait, et a été en partie à l'origine de la création du ministère des Affaires culturelles autour de la question de la démocratisation de la culture. Mais à l'époque, on avait à la fois une vision assez hiérarchique de la culture, c'est-à-dire quand on disait culture, on pensait plutôt à la culture légitime, la grande littérature, on a ce qu'on appelait la grande musique à l'époque, pour parler par exemple de la musique classique. 1981, la démocratisation prend aussi la forme d'une ouverture aux cultures populaires, tandis que la fête de la musique vient proposer à chacun d'être le temps d'un soir au moins un acteur de la vie culturelle de son quartier. Donc déjà, la conception de la culture a beaucoup évolué ces dernières décennies, notamment depuis les années 80. La question de l'accès à la culture s'est posée beaucoup en termes d'équipement culturel. Ce mouvement-là, il s'est déployé depuis les années 60, il y a eu beaucoup de construction d'équipements dans les années 80. Donc d'une certaine manière, on peut dire que cet aménagement culturel du territoire est plus ou moins réalisé. Les schémas d'orientation de l'enseignement musical se sont succédés depuis 1984 et vont tous dans le même sens. La première barrière d'accès à la culture, ce n'est pas une barrière économique, mais c'est une barrière plutôt socio-culturelle, c'est-à-dire le fait qu'on a été habitué, souvent depuis sa plus jeune enfance, à avoir des livres chez soi, par exemple. Le concours, la compétition, en faire un peu plus que l'autre, être le premier, quelqu'un comme moi, on a toujours vécu là-dedans. Alors je suis pas arrivé au savoir, j'ai toujours été dans le savoir, j'y ai barboté. Alors que dans la réalité, c'est que il y a, oui, des conditions sociales de possibilité. Pour avoir les goûts que j'ai, il faut que je sois le produit de certaines conditions sociales. On voit bien qu'une grande partie des inégalités d'accès sont produites ailleurs que dans le domaine culturel. Donc en fait, sont un espèce d'effet des inégalités économiques et sociales qui existent dans nos sociétés. La mission donnée par la collectivité aux écoles de musique et aux conservatoires est donc de rechercher les moyens d'ouvrir à tous l'enseignement musical et d'ouvrir ce dernier à toutes les musiques. Alors, combien coûte une école de musique et qui paye ? Le prix moyen d'une école de musique revient à plus de 2000 € par mètre carré, sans compter l'équipement, auquel il faut ajouter évidemment le fonctionnement qui représente de 700 à 2400 € par élève et par an. Ici, l'école Musique en Plaine a inauguré un nouveau bâtiment en janvier 2018 avec 13 salles de musique, un auditorium et un studio d'enregistrement. Coût 1 770 000 €.
participation des familles va de 10 à 20% des frais de fonctionnement. État, collectivités locales, les écoles de musique sont largement financées par l'impôt. Petit rappel, tout le monde doit payer ses impôts. C'est indispensable si on veut vivre avec des services publics, c'est-à-dire des services non rentables au service de tous, sans distinction de richesse ou de statut. Bref, des services d'intérêt général. Cantiniers, facteurs, éboueurs, balayeurs, enseignants... Ah oui, cela aussi. Tous sont des services publics financés par l'impôt. La TVA, la TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, mais aussi l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, etc. Alors on peut dire que ceux qui ont les moyens de payer le moins d'impôts possible ne cherchent qu'à éviter toute forme de participation à une solidarité dont ils n'ont guère besoin. Un choix qui pourrait se confondre avec une forme avancée d'égoïsme crasse. Les conservatoires et les écoles de musique ne disposent de données sociologiques qu'extrêmement rarement. Comment évaluer alors la réalisation des objectifs que leur a assignés la collectivité en matière d'accès égal pour tous ? Le ministère de la Culture lui-même propose chaque année des statistiques sur les établissements classés. On y voit si la pratique de la flûte s'accroît au détriment du basson ou de la cornemuse écossaise, mais aucune donnée sociologique. L'enseignement spécialisé de la musique reste organisé autour de la musique dite savante, c'est-à-dire classique, écrite, malgré l'entrée des musiques traditionnelles et actuelles dans les écoles de musique. Il s'est structuré autour de la tradition de l'orchestre classique, pas de celle des orphéons, des harmonies ou des fanfares à l'histoire plus populaire. Le découpage des enseignements entre cours d'instruments, pratiques collectives et formations solfégiques et théoriques renforce également le caractère formel et exigeant des écoles de musique qui demandent un fort investissement familial en temps et parfois en argent. Cette pratique participe à la formation d'une culture musicale légitime et d'un rapport savant à la musique. Faire apprendre la musique à son enfant en conservatoire se révèle être une pratique caractéristique des fractions des classes supérieures les plus dotées en capital culturel. Une étude menée par la ville de Paris il y a 10 ans montre un renforcement de la sélectivité sociale dans les conservatoires parisiens. Les familles dont les revenus mensuels sont supérieurs à 5 000 € représentaient près de la moitié de la population des conservatoires d'arrondissement, passant de 41 à 48% entre 2005 et 2008. L'argent public est massivement injecté dans ces structures qui proclament toute la nécessité de la démocratisation et placent comme objectif premier la formation de praticiens autonomes et d'acteurs culturels sans jamais se donner les moyens de vérifier le résultat des politiques menées. Il existe certes des élus particulièrement cyniques qui proclament crânement et en privé qu'une école de musique a pour seule vocation d'attirer les cadres sur un territoire. Monsieur X, avant d'accepter une mutation ou de venir créer une entreprise, cherchant en effet entre autres choses à savoir si sa fille pourra continuer le cheval et le piano, et si l'école de musique ne se situe pas dans un quartier trop populaire. Une sorte de prestation de service dont chacun sait en filigrane qu'elle ne sert qu'à une partie restreinte de la population, une partie déjà privilégiée. L'absence de questionnement et même d'outils d'évaluation dans ce domaine est problématique. Il s'agit d'argent et de politique publique.